j'ai découvert des images de ma femme et de mon frère, qu'ils croyaient effacées depuis des années, à 14 reprises dans ma propre maison, dans mon lit. Ils avaient même ouvert un compte offshore avec l'argent qu'ils m'avaient volé. Je ne les ai pas confrontés tout de suite. J'ai attendu. J'ai planifié. Et quand le brunch du dimanche est arrivé, je me suis assuré que tous ceux qui comptaient voient exactement qui ils étaient vraiment. Je m'appelle Laurent Dubreuil. J'ai 44 ans. Et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir tout réussi, un cabinet dentaire prospère que je co-détenais avec mon frère cadet, Julien, une belle épouse qui enseignait en CE2 à l'école élémentaire Victor Hugo. 2 enfants qui faisaient ma fierté chaque jour. Léa, ma fille de 16 ans, préparait son dossier Parcoursup. Lucas, mon fils de 10 ans, croyait encore que son père pouvait décrocher la lune. Je vivais dans une belle maison bourgeoise à Saint-Germain-en-Laye. Je conduisais une Audi. J'emmenais la famille au Cap Ferret chaque été. Le rêve français, n'est-ce pas? Faux. Tout a commencé un samedi matin de fin septembre. Je rangeais le garage, une tâche que Sophie me réclamait depuis des mois. Entre de vieux dossiers fiscaux et des cartons de décoration de Noël, j'ai trouvé le disque dur de notre ancien système de sécurité de 2019. Nous étions passés à un système basé sur le cloud il y a 2 ans, et ce truc prenait la poussière depuis. J'étais sur le point de le jeter aux encombrants quand quelque chose m'a fait hésiter. Peut-être l'enquêteur en moi, cette partie qui regardait des séries policières en se demandant si j'avais raté ma vocation. Peut-être juste la curiosité. Je l'ai apporté à l'intérieur, branché sur mon ordinateur portable dans le bureau et j'ai attendu que les fichiers chargent. Les premiers dossiers étaient exactement ce à quoi je m'attendais, des images du jardin avec Lucas sur sa balançoire, le porche d'entrée, notre allée. Puis j'ai cliqué sur un dossier étiqueté Salon, août 2019 et j'ai vu l'aperçu. Sophie sur notre canapé, mais pas seule. J'ai cliqué sur Lecture. L'image était claire. Trop claire. Sophie entrait dans le champ en portant une de mes vieilles chemises, la bleue que je cherchais depuis l'an dernier. Elle riait, se tournant vers quelqu'un derrière la caméra. Puis Julien est apparu, tenant une bouteille de vin de notre cave. Mon vin, un Saint-Émilion Grand Cru que je gardais pour notre anniversaire de mariage. Il l'a ouverte comme s'il était chez lui, comme si c'était sa maison, son canapé, sa femme. Je les ai regardés s'asseoir ensemble. J'ai observé la façon dont elle se penchait vers lui, la façon dont sa main trouvait son genou. Il y avait une familiarité, un confort qui prend du temps à se construire. Ce n'était pas sa première fois. Loin de là. J'aurais dû ressentir de la rage. J'aurais dû sentir mon sang bouillir, mes poings se serrer. Mais non. Au lieu de cela, quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Quelque chose de calculateur. Je suis resté assis là, dans mon fauteuil de bureau en cuir, le soleil du samedi matin inondant la fenêtre, les oiseaux chantant dehors, et j'ai regardé ma vie entière se révéler être un mensonge. Quand la vidéo a montré Sophie touchant son visage, ce geste tendre qu'on ne donne qu'à quelqu'un qu'on aime vraiment, j'ai fermé l'ordinateur. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. Je suis juste resté assis, parfaitement immobile, et j'ai commencé à planifier. Ce soir-là, Sophie est rentrée d'une conférence pédagogique à 18h30, portant son cabas rempli de copies qu'elle prétendait devoir corriger. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a demandé comment s'était passée ma journée au cabinet, et a commencé à sortir des ingrédients du frigo pour le dîner. Normal. Tout était si terriblement normal. Comment était la conférence, ai-je demandé en la regardant couper des légumes sur l'îlot central. Oh, tu sais, a dit Sophie sans lever les yeux, toujours les mêmes trucs de développement professionnel. Ils ont fait venir un consultant pour parler de la pédagogie différenciée. Honnêtement, j'aurais pu animer la session moi-même. J'ai hoché la tête, buvant une gorgée de ma bière. Julien est passé au cabinet aujourd'hui. Il a dit qu'il pourrait passer ce week-end pour aider avec la housse du barbecue. Son couteau s'est arrêté une fraction de seconde. C'est gentil de sa part, a-t-elle dit en reprenant sa découpe. Élodie l'occupe beaucoup avec les enfants. Je suppose, ai-je répondu, gardant ma voix égale. Tu sais comment c'est. Elle a ri. Ce rire facile dont j'étais tombé amoureux il y a 17 ans. Oui, les enfants sont épuisants. En parlant de ça, où sont les nôtres? Léa est à l'entraînement de volley. Lucas est en haut en train de faire ses devoirs. Bien, dit-elle en glissant les légumes dans une poêle.
Je pensais que ce week-end, on pourrait les emmener cueillir des pommes à la ferme. C'est la saison et tout ça. Je l'ai regardé bouger dans la cuisine, à l'aise dans sa tromperie. Depuis combien de temps faisais-tu ça? Combien de fois m'as-tu menti en face pendant que je souriais et croyais chaque mot? Après le dîner, après que les enfants soient allés au lit, après que Sophie se soit endormie à côté de moi comme si de rien n'était, je suis retourné dans mon bureau. J'ai rouvert le disque dur et j'ai commencé à passer en revue chaque fichier, méthodiquement, prenant des notes, date, heure, lieu, construisant une chronologie. Août 2019, septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019. Les fichiers continuaient d'arriver, chacun étant un coup de poignard dans le ventre, notre canapé, notre chambre quand j'étais à un congrès dentaire, notre îlot de cuisine où nous prenions le petit déjeuner en famille chaque matin. À 3 heures du matin, j'avais trouvé 14 incidents distincts, tous documentés, tous horodatés. La caméra avait été positionnée dans le meuble TV du salon, quelque chose que j'avais installé il y a des années quand nous avions des problèmes avec une femme de ménage que nous soupçonnions de vol. J'avais complètement oublié son existence après l'avoir renvoyée, mais apparemment, elle avait continué d'enregistrer sur le disque dur jusqu'à ce que la mémoire soit pleine fin 2019. J'ai tout copié sur 3 clés USB distinctes. Une que je garde sur moi, une dans un coffre à la banque, et une pour quelqu'un de confiance, bien que je n'ai pas encore décidé qui. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches sur les avocats spécialisés en divorce, la protection des actifs et les lois sur la garde des enfants en France. J'ai lu jusqu'à ce que mes yeux brûlent, jusqu'à ce que le soleil commence à se lever, jusqu'à ce que j'entende Sophie remuer dans la chambre. Le cabinet dentaire était la partie compliquée. Julien et moi étions associés à 50-50e. L'entreprise valait environ 2,3 millions d'euros, construite sur 12 ans de semaines de travail de 7 jours et une expansion prudente. Nous avions 3 dentistes collaborateurs, 2 assistantes, une équipe administrative complète. Dissoudre ce partenariat serait désordonné, mais j'avais compris que j'avais du temps. Ils ne savaient pas que je savais. C'était mon avantage. Lundi matin, je suis allé travailler comme si rien n'avait changé. Julien était déjà au bureau, examinant des radios à sa place habituelle au fond. « Salut », dit-il en levant les yeux avec un sourire. « Bon week-end » ? « Calme », ai-je répondu en accrochant ma blouse blanche au porte-manteau. J'ai enfin vidé le garage. « Ah ouais ? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant » demanda Julien en se retournant vers son ordinateur. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer. Juste assez longtemps. Juste des vieilleries. Rien qui vaille la peine d'être gardé. Il a hoché la tête, complètement à l'aise. Sophie a mentionné que vous pourriez aller à la ferme aux pommes ce week-end. On devrait en faire une sortie familiale. Élodie et les enfants adoreraient ça. Bien sûr, dis-je d'une voix stable. Ça marche. Et juste comme ça, nous sommes retournés à faire semblant. Lui prétendant qu'il ne couchait pas avec ma femme. Moi prétendant que je ne savais pas. Mais j'avais déjà 3 coups d'avance et il n'avait aucune idée que la partie avait commencé. J'ai trouvé maître Bertrand Morel par l'intermédiaire d'un collègue, le docteur Mercier, qui avait traversé un divorce difficile il y a 2 ans. Si tu as besoin de quelqu'un qui se bat comme un pitbull mais qui reste propre, appelle Bertrand, m'avait dit Mercier autour d'un café. Il te coûtera cher, mais il vaut chaque centime. Le bureau de Morel était à Pantin, coincé entre une agence d'intérim et un kebab. Pas chic, mais ce n'était pas ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de quelqu'un d'intelligent, impitoyable et discret. Il avait la cinquantaine, les cheveux gris, des yeux perçants qui ne manquaient rien. J'ai posé la clé USB sur son bureau avec la chronologie que j'avais créée. Combien d'incidents au total ? Demanda Morel, sans toucher encore à la clé. 14 documentés en vidéo, s'étalant d'août à novembre 2019. Tous dans ma maison sauf 2 qui étaient dans la voiture de mon frère dans notre allée. Morel s'est adossé à sa chaise. Et vous n'avez confronté aucun d'eux ? Non. Bien. Ne le faites pas. Il a finalement pris la clé, la retournant dans ses mains. C'est de l'or, monsieur Dubreuil, mais nous devons être stratégiques. Le divorce pour faute existe toujours, mais le partage des biens est une autre affaire. Qu'en est-il de l'entreprise ? Demanda-t-il. Mon frère et moi sommes associés à parts égales. C'est là que ça devient intéressant, dit Morel en sortant un bloc-notes. Avez-vous un pacte d'associés ? Oui. Rédigé quand nous avons commencé il y a 12 ans.
Contient-il une clause de moralité? Quelque chose sur une conduite préjudiciable à l'entreprise? J'ai réfléchi. Notre père avait insisté pour inclure quelque chose à ce sujet lorsque nous avons rédigé les papiers, disant qu'il était important de protéger le nom de la famille. Oui. Il stipule que si l'un des associés s'engage dans une conduite qui nuit à la réputation du cabinet ou viole la confiance entre les associés, l'autre associé a le droit de racheter sa part à une évaluation réduite. Morel a souri. Ce n'était pas un sourire agréable. Alors votre frère vient de rendre cela très facile. Coucher avec la femme de son associé, c'est aussi préjudiciable que possible. Nous pouvons forcer un rachat à 70% de la valeur marchande. Peut-être moins si nous plaidons le préjudice moral et la perte de réputation commerciale. Il se battra. Laissez-le faire. Nous avons des preuves vidéo de lui commettant l'adultère avec votre femme chez vous. Aucun juge ne sera de son côté. Morel a pris des notes. Maintenant, concernant votre femme. Vous avez dit qu'elle enseigne à l'école Jules Ferry. En CE2. Elle y est depuis 11 ans. Titulaire? Oui. Ça complique les choses, mais ce n'est pas fatal. Voici ce qu'on fait. On dépose une demande de divorce pour faute. On demande la garde exclusive des 2 enfants en se basant sur son infidélité et son manque de jugement. On gèle les comptes joints immédiatement après le dépôt, et on s'assure que le rectorat sache exactement pourquoi l'une de leurs enseignantes divorce. J'ai hésité. Est-ce nécessaire? S'attaquer à son travail? Morel m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Monsieur Dubreuil, elle a détruit votre mariage, votre famille et votre capacité à faire confiance à votre propre frère. Elle a fait ça chez vous, sur vos meubles, probablement pendant que vos enfants dormaient à l'étage. Pensez-vous qu'elle mérite une protection? Il avait raison. L'ancien Laurent aurait peut-être essayé d'être noble, de prendre de la hauteur, mais l'ancien Laurent était mort. Il est mort au moment où j'ai cliqué sur lecture sur cette vidéo. Non, dis-je. Elle ne le mérite pas. Bien. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de difficile. Vous devez agir tout à fait normalement pendant les 2 prochaines semaines. Ne la laissez rien soupçonner. Ne changez pas votre routine. Pouvez-vous faire ça? J'ai pensé au fait de m'asseoir en face de Sophie au dîner, la regardant mentir avec un sourire. J'ai pensé au fait de serrer la main de Julien au cabinet, prétendant que nous étions frères. Oui, je peux le faire. Excellent. En attendant, je vais rédiger les papiers, trouver un expert comptable pour évaluer le cabinet et préparer notre argumentaire pour la garde. Quand nous bougerons vite. Ils ne sauront pas ce qui leur arrive. J'ai quitté le bureau de Morel en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la découverte de ces images. Du contrôle, un but. Je n'étais plus une victime. J'étais un homme avec un plan, et ce plan allait bouleverser leur monde. L'expert comptable recommandé par Morel était une femme nommée Valérie Ndiaye, une ancienne inspectrice des impôts qui gagnait maintenant sa vie en démêlant des finances complexes pour des cas de divorce. Elle est venue chez moi un mercredi matin quand Sophie était à l'école. Les enfants étaient en classe. Montrez-moi tout, a dit Valérie en installant son ordinateur portable sur ma table de cuisine. Relevé bancaire, compte professionnel, carte de crédit, portefeuille d'investissement, tout. Je lui ai remis 3 ans de dossier financier. Elle a travaillé en silence pendant 2 heures, prenant occasionnellement des notes ou me demandant de clarifier une transaction. J'ai fait du café, essayant de me concentrer sur des dossiers de patients du cabinet, mais je la regardais surtout travailler. Finalement, elle a levé les yeux. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel sur votre compte épargne commun vers mars 2020? Non. J'aurais dû. Valérie a tourné son ordinateur vers moi. Regardez ça. 15 mars, un retrait de 15 000 € marqué comme rénovation maison. Nous avons remplacé la terrasse ce printemps-là, ai-je dit. Et combien cela a-t-il coûté? Environ 12 000. Alors où sont les 3 000 autres? Valérie a fait défiler vers le bas. Et ici, mai 2020, un autre retrait, 10 000 € marqué comme aménagement paysager. Je me suis souvenu que Sophie voulait de nouveaux arbres plantés dans le jardin. Elle disait que ça ajouterait de la valeur à la maison. Ça semble correct. Sauf que selon l'entreprise paysagiste que vous avez utilisée, leur facture était de 6 500 €. Valérie m'a regardé. Quelqu'un a écrémé de l'argent de votre compte joint.
De petites sommes toujours déguisées en dépenses domestiques légitimes. J'ai trouvé 8 instances jusqu'à présent, totalisant environ 47 000 € sur 2 ans. Ma mâchoire s'est serrée. Ce n'était pas seulement une liaison. Il me volait aussi. Pouvez-vous tracer où c'est allé? Valérie a cliqué sur plusieurs écrans. C'est la partie intéressante. Les retraits ont été effectués via virement bancaire vers un compte dans une banque privée. Vous voulez deviner à qui appartient le compte? Sophie. Presque. C'est un compte joint. Sophie Dubreuil et Julien Dubreuil. La pièce a semblé basculer. Ma femme et mon frère ont un compte bancaire commun. Ouvert en février 2020. D'après les dépôts, ils y ont injecté de l'argent depuis votre compte joint et, si je lis bien ceci, depuis les comptes du cabinet dentaire aussi. Elle a ouvert un autre écran. Votre frère a facturé au cabinet des frais de consultation, de maintenance d'équipement et de marketing qui n'existent pas. Il s'est essentiellement payé 2 fois, et a partagé avec votre femme. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, essayant de contrôler ma respiration. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un vol calculé à long terme. Il planifiait quelque chose, construisant un pactole dans mon dos. Combien au total, ai-je demandé? Dans leur compte joint. En ce moment, il y a 212 000 €. 212 000 € d'argent qui auraient dû être investis dans l'éducation de nos enfants, dans la retraite, dans notre avenir. Au lieu de cela, il avait été siphonné pour financer la liaison de ma femme avec mon frère. Il y a plus, dit doucement Valérie. Le compte est enregistré à une adresse aux îles Caïmans. C'est structuré de manière à suggérer qu'ils essayaient de le cacher. Si je devais deviner, ils construisaient une stratégie de sortie. Une stratégie de sortie. Ils prévoyaient de partir ensemble. Cet argent était leur fonds d'évasion. Je me suis rassis, assimilant cela. Tout s'est mis en place. La liaison n'était pas seulement une question de désir ou d'attirance. C'était un plan. Ils allaient prendre l'argent, se prendre l'un l'autre, et nous laisser, nous autres, ramasser les morceaux. Pouvons-nous le récupérer, ai-je demandé. Valérie a souri. Une fois que vous demandez le divorce, nous pouvons geler ce compte. C'est un bien matrimonial caché par fraude. Non seulement nous pouvons le récupérer, mais nous pouvons l'utiliser comme preuve de faute financière. Votre femme aura de la chance si elle s'en sort avec quoi que ce soit. J'ai regardé l'écran, le solde du compte me narguant. 212 000 €. Mais ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de justice. Il s'agissait de s'assurer qu'il paie pour chaque mensonge, chaque trahison, chaque moment volé dont il pensait s'être tiré à bon compte. Faites-le, ai-je dit. Documentez tout. Je veux qu'ils sachent exactement à quel point ils ont mal calculé. Valérie a hoché la tête et est retournée à son ordinateur. Et je suis retourné à la planification de la seule chose qui leur ferait plus mal que de perdre de l'argent. L'humiliation publique. Une exposition complète et totale, dont ils ne se remettraient jamais. Le brunch du dimanche était dans 2 semaines. Ma mère a appelé jeudi après-midi pendant que j'étais au cabinet. J'ai failli ne pas répondre, occupé avec un traitement de canal qui prenait plus de temps que prévu, mais quelque chose m'a fait sortir pour prendre l'appel. Laurent, chéri, tu as une minute? Sa voix semblait tendue. Bien sûr, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Il y eut une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer, rassemblant son courage pour quelque chose. Je dois te parler de quelque chose. Peux-tu passer à la maison après le travail? Est-ce que tout va bien? C'est papa? Ton père va bien. C'est à propos de toi et Sophie. Mon estomac s'est noué. Quoi à propos de Sophie? Passe juste, s'il te plaît. Je ne veux pas faire ça par téléphone. J'ai fini le traitement de canal en pilote automatique, reprogrammé 2 rendez-vous de l'après-midi et conduit jusqu'à la maison de mes parents à Chatou. Maman m'attendait sur le porche, une tasse de thé à la main, même s'il faisait 20 degrés dehors. Entre, a-t-elle dit. Ton père est au magasin de bricolage. C'est juste nous. Nous nous sommes assis dans le salon où j'avais passé d'innombrables déjeuners dominicaux, où Julien et moi avions ouvert nos cadeaux de Noël étant enfants. Maman tournait son alliance, une habitude nerveuse qu'elle avait depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a-t-elle commencé. Peut-être que si je l'avais fait, tu aurais pu éviter une partie de cette douleur.
Maman, de quoi parles-tu? Elle a levé les yeux humides. Il y a 6 mois, j'ai vu quelque chose. Je déposais ce plat à gratin que Sophie m'avait emprunté. Tu te souviens? J'avais une clé. Je suis entré comme je le fais toujours. J'ai entendu des voix à l'étage, des rires. J'ai pensé que peut-être tu étais rentré tôt, alors je voulais dire bonjour. Je savais déjà où cela menait. La porte de la chambre était entrebâillée. J'ai vu Sophie et Julien ensemble sur ton lit. La voix de maman s'est brisée. Je suis resté là, figé. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Puis je suis juste parti. Je n'ai rien dit. Je ne les ai pas confrontés. J'ai juste laissé le plat sur le comptoir et je suis rentré chez moi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ma voix est sortie plus dure que je ne le voulais. Parce que je n'étais pas sûr de ce que j'avais vu. C'était juste un aperçu. Peut-être qu'il parlait juste. Peut-être que j'avais mal interprété la situation. Je ne voulais pas les accuser de quelque chose d'aussi horrible sans être certaine. Et puis je me suis dit que j'étais paranoïaque, que je voyais des choses qui n'étaient pas là. Mais plus j'y pensais, plus je devenais certaine. Je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à détruire ta famille pour quelque chose que j'aurais pu imaginer. Je me suis adossé, assimilant cela. Ma mère savait, ou du moins soupçonnait, depuis 6 mois. Pendant que je faisais semblant, jouant le mari et le frère heureux, elle portait ce poids. Tu ne l'imaginais pas, dis-je doucement. J'ai trouvé des preuves vidéo. Plusieurs occasions sur plusieurs mois. Ça dure depuis au moins 2019. Maman a couvert sa bouche avec sa main. Oh, Laurent, je suis tellement désolé. J'aurais dû te le dire immédiatement. J'aurais dû être plus forte. Tu essayais de me protéger. Je comprends. Et c'était le cas. Elle n'essayait pas de cacher leur trahison. Elle espérait avoir tort. Espérait que son fils n'était pas détruit par sa femme et son frère. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Je lui ai parlé des avocats, de l'expert comptable, du compte offshore. Je lui ai parlé du plan pour le brunch du dimanche dans 2 semaines. Elle a écouté sans m'interrompre, son visage devenant plus pâle à chaque détail. Tu vas les exposer devant tout le monde. C'est le plan. Ton père sera dévasté. Julien et son fils aussi. Julien a cessé d'être le fils de quiconque quand il a décidé de coucher avec ma femme. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. J'ai besoin de toi et papa à ce brunch. J'ai besoin que vous voyiez ça, pour comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Nous serons là, a dit maman. Quoi que tu aies besoin, nous sommes de ton côté. Julien a fait ses choix. Maintenant, il doit vivre avec les conséquences. Je l'ai serré dans mes bras avant de partir. Plus longtemps que d'habitude. Elle n'était pas parfaite. Elle aurait dû me le dire il y a 6 mois, mais elle était toujours ma mère et elle était toujours dans mon camp. C'était plus que je ne pouvais en dire pour la moitié de ma famille. Le brunch du dimanche était fixé au 15 octobre chez les parents de Sophie à Maison Laffitte. Ils l'organisaient chaque année, une tradition remontant à avant notre mariage. Habituellement environ 20 personnes, ses parents, sa sœur et son beau-frère, Julien et Élodie avec leurs 2 enfants, mes parents, la grand-mère de Sophie, quelques amis de la famille. Cette année serait spéciale. J'ai appelé Élodie un mardi soir. Elle a répondu joyeusement, s'attendant probablement à un autre appel banal pour coordonner les emplois du temps ou emprunter des outils. Salut, Laurent, quoi de neuf? J'ai besoin de te voir en personne. C'est important. La gaieté s'est estompée. Est-ce que tout va bien? Les enfants vont bien. Les enfants vont bien, mais je dois te montrer quelque chose. Peux-tu me rencontrer demain? Au café de la gare. Laurent, tu me fais peur. Je sais. Fais-moi juste confiance. 10 heures demain. Viens seul. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise dans un box au fond, déchiquetant nerveusement une serviette en papier. J'ai commandé 2 cafés et je me suis assis en face d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Élodie. Elle avait l'air épuisée, ai-je remarqué. Des cernes sous les yeux, les cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée. Pas la femme soignée que j'avais l'habitude de voir. J'ai sorti mon ordinateur portable, ouvert un dossier, tourné l'écran vers elle. J'ai besoin que tu regardes quelque chose. Ça va être dur,
mais tu dois le voir. J'ai joué l'un des clips les plus courts. Juste 90 secondes, mais assez. Élodie a regardé sans expression, son visage devenant complètement blanc. Quand ça s'est terminé, elle n'a rien dit pendant un long moment. Combien, a-t-elle finalement demandé? 14 incidents documentés. Probablement plus qui n'ont pas été capturés. Depuis combien de temps le sais-tu? 3 semaines. Élodie a ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Je sais depuis 3 mois. Ou je m'en doutais, en tout cas. J'ai trouvé des reçus d'hôtel dans sa veste, débités sur sa carte de crédit. Il a dit que c'était pour des réunions clients. Je voulais tellement le croire que je me suis convaincu que c'était vrai. Je suis désolé, ai-je dit. Ne le sois pas. C'est moi l'idiote qui est resté. Elle m'a regardé, son expression se durcissant. Quel est ton plan? Je lui ai tout dit. Les avocats, le compte offshore, le rachat des parts, et le brunch. Tu veux les exposer publiquement, a-t-elle dit. Devant les deux familles. Laissez tout le monde voir qui ils sont vraiment. Oui. Bien. La voix d'Élodie était froide maintenant. Toute chaleur disparue. Il le mérite. Mais je veux en faire partie. Je veux qu'ils sachent que je savais. Que je ne suis pas une victime naïve qu'ils ont trompée. Qu'est-ce que tu as en tête? Elle a souri et ça m'a rappelé un loup. Je m'occupe de la liste des invités. Je m'assurerai que tous ceux qui comptent soient là. La directrice de Sophie, le président de l'ordre des dentistes, mes parents. On en fera une vraie réunion de famille. Le genre dont les gens parlent pendant des années. Nous avons passé l'heure suivante à planifier. Élodie savait des choses que j'ignorais. Elle savait que Sophie parlait de me quitter depuis des mois, disant à ses amis que j'étais ennuyeux et prévisible. Elle savait que Julien cherchait des appartements à Boulogne, cherchant un endroit où lui et Sophie pourraient recommencer à zéro. Elle savait pour les dîners qu'ils avaient eus ensemble, les voyages qu'ils avaient planifiés, tout un avenir qu'ils construisaient pendant que nous jouions les imbéciles. Je veux être celle qui invite ta mère, a dit Élodie. Julien pense qu'elle ne soupçonne rien. Je veux voir son visage quand elle entrera et qu'il réalisera qu'elle sait. D'accord. Et je veux m'asseoir à côté de Sophie pendant la révélation. Je veux regarder son visage quand la vidéo commencera à jouer. D'accord aussi. Nous avons divisé les responsabilités comme des généraux planifiant une bataille. Qui s'assiérait où, quand la vidéo commencerait, qui contrôlerait la télécommande, comment nous les empêcherions de partir avant que tout le monde ait vu ce qu'ils avaient fait. Chaque détail calculé, mesuré, précis. Quand nous avons fini, Élodie a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Merci de m'avoir montré. De ne pas m'avoir laissé dans le noir. On est là-dedans ensemble maintenant, ai-je dit. Ouais, on l'est. Elle s'est levée, a rassemblé ses affaires. 2 semaines. Faisons en sorte que ça compte. Je l'ai regardé partir, les épaules carrées, la tête haute. Julien avait sous-estimé sa femme. Ils l'avaient tous les deux fait. Ça allait être leur plus grosse erreur. Le matin du 15 octobre est arrivé clair et frais. Une de ces journées d'automne parfaites. Sophie a passé 1 heure à se préparer, choisissant une robe crème qui, disait-elle, la rendait sophistiquée. Elle n'avait aucune idée qu'elle s'habillait pour sa propre exécution. Tu as l'air nerveux, a dit Sophie dans la voiture, me jetant un coup d'œil. Les enfants étaient à l'arrière. Léa envoyait des textos, Lucas jouait sur sa tablette. Tout va bien? Juste le boulot, ai-je répondu, gardant les yeux sur la route. Grosse semaine à venir. Nous sommes arrivés chez ses parents à Maison Lafitte à 11h. Les voitures bordaient déjà la rue. Élodie avait bien fait son travail. J'ai compté au moins 25 personnes, plus que d'habitude. Les parents de Sophie, sa sœur Amanda avec son mari, mes parents, Julien et Élodie avec leurs enfants. La directrice de Sophie, Madame le proviseur, le docteur Mercier du cabinet, même Thomas Brennan, un membre influent de l'ordre des dentistes. Waouh, il y a du monde aujourd'hui, a dit Sophie, semblant ravie. Maman a dû inviter tout le quartier. Ça va être mémorable, ai-je dit. À l'intérieur, la table de la salle à manger était chargée de nourriture. La mère de Sophie, Caroline, s'était surpassée. Viennoiserie, saumon fumé, quiche, fruits frais. Tout le monde se mêlait, discutant et riant. Julien m'a trouvé dans la cuisine, m'a tapé sur l'épaule.
Bonne affluence, hein, dit Julien en souriant. Papa parle déjà du match du PSG. Tu veux une bière? Bien sûr, répondis-je uniformément. Profitons de la journée. Élodie a croisé mon regard à travers la pièce. Elle a fait un petit signe de tête. Tout était en place. L'ordinateur portable était connecté à la télé du salon, caché derrière le canapé. La télécommande était dans ma poche de veste. Toutes les pièces étaient positionnées. À midi, Caroline a appelé tout le monde à s'asseoir. Les gens ont rempli la salle à manger et débordé dans le salon où des chaises supplémentaires avaient été installées. Je me suis assuré que Sophie s'assoit près de l'avant, près de la télé. Julien était à côté d'elle. Élodie s'est assise de l'autre côté de Sophie. Ma mère s'est assise avec mon père au deuxième rang, le visage composé, mais les mains serrées. Caroline se tenait en bout de table. Merci à tous d'être venus. C'est merveilleux d'avoir la famille et les amis réunis. Avant de manger, je voulais dire à quel point nous sommes reconnaissants pour. En fait, Caroline, les jeux interrompus en me levant. Avant de commencer, j'ai quelque chose à partager avec tout le monde. Quelque chose d'important. La pièce s'est tue. Sophie m'a regardé, confuse. Laurent, qu'est-ce que tu fais? Juste quelque chose que tout le monde devrait voir, ai-je dit en sortant la télécommande de ma poche. Un instant. J'ai appuyé sur lecture. L'écran de télévision s'est allumé. L'image miniature est apparue, notre salon, notre canapé. Puis la vidéo a commencé. Sophie entrant dans le cadre, riant, Julien la suivant, portant une bouteille de vin, leurs mains se touchant, lui se penchant, elle répondant. L'horodatage brillait dans le coin. 23 août 2019, 14h47. La pièce a éclaté dans le chaos, mais s'était étouffé, distant. Je regardais les visages au lieu de l'écran. Sophie est devenue blanche, sa main volant à sa bouche. Julien s'est levé si vite que sa chaise est tombée à la renverse. Caroline a halté. Le père de Sophie, Robert, s'est figé, la mâchoire serrée. Mais la première personne à bouger réellement fut Robert. Il s'est levé lentement, sa chaise raclant le parquet. Son visage avait pris la couleur de la cendre. Il n'a pas dit un mot, a juste fixé l'écran pendant 5 secondes de plus, puis s'est tourné et a marché vers la porte du patio, pas pour partir, juste pour respirer. La deuxième personne à se lever fut Élodie. Elle n'a pas regardé l'écran. Elle a regardé directement Julien, le visage masqué par une fureur froide. « Tes affaires seront sur le porche ce soir, a dit Élodie, sa voix coupant le silence stupéfait. Ne prends pas la peine d'entrer. N'appelle pas. N'envoie pas de texto. Mon avocat te contactera lundi. Élodie, attends, a commencé Julien. Non. Elle a dit juste ce mot. Mais il portait le poids de chaque mensonge qu'il lui avait jamais dit. Puis elle est sortie, la tête haute, les épaules droites. Sophie a finalement retrouvé sa voix. Éteins ça, Laurent. Éteins ça tout de suite. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. J'ai juste laissé la vidéo jouer. 30 secondes de plus. 1 minute. Tout le monde regardait. La directrice de l'école avec sa main sur la bouche. Thomas Brennan secouant la tête lentement. Ma mère, les larmes coulant sur son visage. Le bras de mon père autour de ses épaules. Quand le clip s'est terminé, j'ai finalement parlé. C'est une des 14 vidéos. J'ai trouvé 14 occasions distinctes. Toutes dans ma maison, certaines dans ma chambre, toutes pendant que j'étais au travail ou à des conférences ou que j'emmenais nos enfants au foot. Sophie s'est levée, les mains tremblantes. Tu n'avais aucun droit. Tu n'avais aucun droit de faire ça ici devant tout le monde. J'avais tous les droits, les jeux coupés, ma voix stable et froide. Tu as détruit notre mariage. Tu as trahi notre famille. Tu as eu une liaison avec mon frère chez moi, dans mon lit. Et tu l'as fait avec le sourire. Alors oui, j'ai tous les droits de m'assurer que tout le monde sache exactement qui tu es. Julien a essayé de s'avancer vers moi. Mon père s'est interposé entre nous. Non, a dit papa à Julien. Tu en as fait assez. La directrice s'est levée, a rassemblé son sac à main. Sophie, nous devrons nous voir lundi. À la première heure. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle est juste partie. Thomas Brennan s'est approché de moi calmement. Laurent, je suis désolé.
C'est un comportement inacceptable pour un membre de notre profession. Nous devrons discuter du statut de Julien. Puis il est parti aussi. Un par un, les gens sont sortis. Certains se sont arrêtés pour me presser l'épaule. D'autres sont juste partis silencieusement, incapables de traiter ce qu'ils avaient vu. La sœur de Sophie, Amanda, m'a serré dans ses bras en sortant, murmurant « Je suis tellement désolé. Tu mérites mieux. » En 15 minutes, il ne restait plus qu'une poignée de personnes. Mes parents, les parents de Sophie, toujours debout figé près de sa chaise. Julien reculé dans un coin. Et moi. Je veux le divorce, ai-je dit à Sophie. Tu recevras les papiers lundi. La maison est à moi. Les comptes sont gelés et tu peux oublier toute prétention sur le cabinet dentaire. Notre pacte d'associé a une clause de moralité. Julien l'a violé. Il est dehors. Tu ne peux pas faire ça, a dit Julien. Sa voix tremblait. Je l'ai déjà fait. Maître Morel est mon avocat. Valérie Ndiaye est mon expert comptable. Ils ont tout documenté, y compris le compte offshore que toi et Sophie avez ouvert avec l'argent volé de ses comptes joints et du cabinet. 212 000 €. C'est de la fraude. C'est du détournement de fonds. C'est criminel. Les jambes de Sophie ont lâché. Elle s'est assise lourdement, le visage enfoui dans ses mains. Robert a finalement parlé, la voix rauque. Sortez de ma maison. Tous les deux. Sophie, Julien, sortez. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Et c'était tout. Pas de cris, pas d'altercation physique, juste la rupture froide et définitive de chaque lien qui nous avait unis. J'ai quitté la maison des parents de Sophie à 13h30. Mes parents m'ont suivi jusqu'à ma maison à Saint-Germain. Léa et Lucas étaient avec eux. Aucun de mes enfants n'avait parlé depuis la diffusion de la vidéo. Le visage de Léa était strié de larmes. Lucas regardait juste par la fenêtre, traitant quelque chose que son cerveau de 10 ans ne pouvait pas tout à fait comprendre. À l'intérieur, j'ai fait du café pendant que maman emmenait les enfants à l'étage. Je pouvais entendre sa voix douce, expliquant, réconfortant. Papa s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, la même table où Sophie et moi avions partagé des milliers de repas. Tu as fait la bonne chose, a dit papa finalement. Vraiment? Regarde ce que ça a fait aux enfants. Les enfants guériront. Ils sont forts comme toi, mais ils avaient besoin de savoir la vérité. Ils avaient besoin de voir que les actions ont des conséquences. Papa a tendu la main, a mis la sienne sur la mienne. Ton frère t'a trahi de la pire façon possible. Il ne mérite pas de protection. Il ne mérite pas de pitié. Mon téléphone a vibré. Un texto de Maître Morel. Les papiers seront signifiés demain matin. Tout est en mouvement. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Un autre texto, celui-ci d'Élodie. Merci d'avoir eu le courage de faire ce que je ne pouvais pas. Les enfants vont bien. On va bien. Tu es un homme bien, Laurent. Je suis resté assis là alors que l'après-midi se fondait dans la soirée. Alors que mes parents s'occupaient de mes enfants à l'étage, alors que mon téléphone se remplissait de messages de la famille et des amis, certains soutenants, certains choqués, tous comprenant que la vie telle que nous la connaissions venait d'imploser. Vers 19h, Léa est descendue. Ses yeux étaient rouges mais secs maintenant. Elle s'est assise à côté de moi, a posé sa tête sur mon épaule. Ça va, papa, a-t-elle demandé doucement. Ça ira. Je suis contente que tu aies montré à tout le monde. Maman devait rendre des comptes. Elle m'a toujours appris que l'honnêteté comptait, que l'intégrité comptait. Je suppose qu'elle a oublié ses propres leçons. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Je suis désolé que tu aies eu à voir ça. Je ne le suis pas. J'ai 16 ans. Je ne suis pas un bébé. Je mérite de savoir la vérité. Elle s'est reculée, m'a regardé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on reconstruit. Juste nous trois. Ce ne sera pas facile, mais on y arrivera. Lucas est descendu ensuite. Il a rampé sur mes genoux comme il le faisait quand il était plus jeune. Est-ce que maman rentre, a-t-il demandé. Pas ce soir, bonhomme. Probablement pas avant un moment. Bien. Je ne veux pas la voir tout de suite. Ça m'a brisé le cœur plus que toute autre chose. Mon fils de 10 ans rejetant sa mère à cause de ce qu'elle avait fait,
mais je savais aussi qu'il traitait un traumatisme, que ses sentiments évolueraient avec le temps. Pour l'instant, je l'ai juste tenu. Cette nuit-là, après le départ de mes parents et une fois les enfants enfin endormis, je me suis assis dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un email de Valérie m'attendait. Dépôt préliminaire de divorce prêt. La division des actifs vous favorise à 80/20 en raison de la faute et de l'inconduite financière. Recommandation pour la garde, résidence principale chez vous. Visite supervisée pour Sophie en attente d'évaluation psychologique. Rachat des parts, 820 000 € pour la part de 50% de Julien. Basé sur la violation de la clause de moralité. Il ne se battra pas. 820 000 €, moins de la moitié de ce que sa part valait réellement, mais la clause de moralité me donnait l'avantage. Il signerait ou ferait face à des poursuites pénales pour détournement de fonds. Un autre email, celui-ci de la directrice de l'école. Laurent, je voulais que vous sachiez que Sophie a été suspendue de ses fonctions en attente d'une enquête administrative pour conduite indigne d'un enseignant. Compte tenu de la nature publique de la révélation d'aujourd'hui et de l'impact sur notre communauté scolaire, son emploi pourrait être terminé. Je suis désolé que vous et votre famille traversiez cela. La carrière de Sophie était finie. Son mariage était fini. Sa relation avec sa famille était détruite. Tout ce qu'elle avait construit sur 17 ans, disparut en un après-midi. Certaines personnes pourraient appeler ce que j'ai fait cruel. Pourraient dire que j'aurais dû gérer ça en privé, tranquillement, lui laisser sa dignité. Mais la dignité se mérite, et elle avait perdu la sienne au moment où elle avait amené mon frère dans mon lit. J'ai fermé l'ordinateur, éteint les lumières et je suis monté vérifier les deux enfants. Léa dormait, son téléphone toujours serré dans sa main. Lucas avait son ours en peluche, celui qu'il avait depuis ses 2 ans. Tous les deux respiraient régulièrement, paisiblement. C'était eux qui comptaient maintenant. Pas Sophie, pas Julien, pas la vengeance ou la justice. Juste ces 2 enfants qui avaient besoin que leur père soit fort, présent, pour leur montrer que même quand votre monde s'effondre, vous pouvez construire quelque chose de mieux sur les ruines. Demain, Sophie recevrait les papiers. La machine judiciaire se mettrait en marche. Mais ce soir, j'étais juste un père regardant ses enfants dormir, reconnaissant d'au moins les avoir encore. 3 jours après le brunch, Julien s'est présenté au cabinet dentaire. J'étais avec un patient quand Sandra m'a appelé. Votre frère est là. Il dit qu'il doit vous parler. Dois-je appeler la sécurité? Non. Dis-lui que je serai là dans 20 minutes. J'ai fini la préparation de la couronne, me suis assuré que Madame Martin était à l'aise, puis je suis allé dans la salle d'attente. Julien était assis dans un coin, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Mal rasé, vêtements froissés, yeux cernés. Élodie avait tenu sa promesse. Il vivait à l'hôtel. On doit parler, a dit Julien en se levant. Mon bureau. 5 minutes. C'est tout ce que tu as. À l'intérieur de mon bureau, je ne me suis pas assis, je ne lui ai pas offert de chaise, je suis juste resté debout les bras croisés, attendant. Julien faisait les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux. Je sais que j'ai merdé, a-t-il commencé. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable, mais Laurent, on est frères. On est une famille. Il doit y avoir un moyen d'arranger ça. Arranger ça? Tu as couché avec ma femme, dans ma maison, pendant des mois. Tu as volé de l'argent à notre entreprise et à mes comptes personnels. Tu as détruit mon mariage, ma famille, et toute confiance que quiconque avait en toi. Il n'y a pas d'arrangement possible, Julien. J'ai fait une erreur. Une erreur? Je l'ai coupé, ma voix montant pour la première fois. Une erreur, c'est oublier d'appeler pour un anniversaire. Une erreur, c'est être en retard pour le dîner. Ce que tu as fait était une trahison calculée et délibérée sur des mois. Tu m'as regardé dans les yeux chaque jour et tu as menti. Tu venais chez moi pour les dîners de famille. Tu jouais avec mes enfants. Et tout ce temps tu couchais avec leur mère. Le visage de Julien s'est tordu. C'est Sophie qui m'a dragué. Elle a dit que tu étais distant, que tu ne faisais plus attention à elle. Je me fous de ce qu'elle a dit. Tu avais le choix. Tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu me parler comme un frère. Au lieu de ça, tu as décidé de détruire tout ce qu'on a construit ensemble. J'ai marché jusqu'au bureau, sorti un dossier. Ce sont les papiers du rachat. 820 000 € pour tes 50% du cabinet.
C'est 40% en dessous de la valeur du marché, mais la clause de moralité me donne le droit de fixer les termes. C'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? J'ai glissé le dossier sur le bureau. Signe ça ou je porte plainte pour détournement de fonds. Valérie a documenté chaque virement frauduleux. C'est du pénal. 3 à 5 ans minimum. Ton choix. Julien a pris les papiers avec des mains tremblantes. Tu enverrais vraiment ton propre frère en prison. Tu as cessé d'être mon frère au moment où tu m'as trahi. Maintenant tu es juste un associé qui a violé notre accord. Signe les papiers, prends l'argent, et sors de ma vie. Il a signé chaque page. Sa signature devenant de plus en plus négligée au fur et à mesure. Quand il a fini, il m'a regardé avec quelque chose ressemblant à de l'espoir. Peut-être qu'un jour. Non, il n'y a pas d'un jour. Il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de barbecue en famille ou de dîner de Noël ou de voir nos enfants grandir ensemble. Tu as fait ton choix. Maintenant vis avec. Julien a laissé le dossier sur mon bureau et est sorti. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'il montait dans sa voiture, restait assis là un moment la tête sur le volant, puis partait. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de tristesse, pas de regret, juste la froide finalité d'une porte se fermant pour toujours. Cet après-midi-là, Sophie a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie. Elle a rappelé 1 heure plus tard. Encore la messagerie. La 3e fois, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu veux, Sophie? Je veux parler des enfants, de nous. Laurent, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut juste? Il n'y a pas de nous. Il y a toi, il y a moi, il y a un divorce. C'est tout. Les enfants vont bien. Ils sont avec moi. Tu pourras les voir lors de visites supervisées une fois que l'arrangement de garde sera finalisé. Supervisé? Laurent, ce sont mes enfants. Et tu as détruit leur famille. Tu as eu une liaison avec leur oncle dans leur maison. Tu as volé dans leur fonds d'études pour financer ta relation avec mon frère. Tu n'auras pas d'accès non supervisé tant qu'un juge ne le dira pas. Je n'ai jamais voulu leur faire de mal, vraiment. C'est juste arrivé. Rien n'arrive par hasard, Sophie. Tu as fait des choix chaque jour. Tu as choisi de me mentir. Tu as choisi de trahir notre mariage. Tu as choisi Julien plutôt que ta famille. C'était des décisions conscientes. Assume-les. Elle pleurait maintenant. J'ai perdu mon travail. Le rectorat m'a viré ce matin. Toute ma carrière est fichue. Mes amis ne me parlent plus. Mes parents ne répondent pas à mes appels. Je n'ai plus rien. Tu aurais dû y penser avant de tout détruire. Ma voix était plate, sans émotion. Morel te contactera pour les termes du règlement. Ne me contacte plus directement. Tout passe par les avocats. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Bloqué son numéro. Elle essayait de présenter ça comme une erreur, un accident, quelque chose qui avait échappé à son contrôle, mais ce n'était pas le cas. C'était une trahison calculée et exécutée sur des mois, financée avec de l'argent volé et cachée derrière une façade de normalité. Maintenant elle faisait face aux conséquences, les vraies. Sa carrière détruite, sa famille éloignée, ses enfants choisissant leur père. Et je ne ressentais aucune pitié, juste la satisfaction de savoir que la justice, froide et finale, avait été rendue. Le printemps suivant, le divorce a été finalisé. J'ai gardé la maison, la garde principale des 2 enfants et 70% de nos biens matrimoniaux. Sophie a obtenu des visites supervisées un week-end sur 2 et les restes de notre épargne. Le compte offshore a été partagé, mais seulement après que j'ai récupéré la totalité du montant volé sur nos comptes joints. Le rachat des parts de Julien a été conclu. Il a pris ses 820 000 € et a déménagé vers Lyon. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans une chaîne dentaire Le Coste, gagnant un tiers de ce qu'il gagnait avant. Élodie a eu la garde complète de leurs enfants. Julien les voit 2 fois par mois quand il peut se permettre le trajet. Le cabinet a prospéré sans lui. J'ai pris le docteur Sandra Cohen comme associée, une dentiste brillante qui cherchait à intégrer un cabinet établi. Elle a apporté une nouvelle énergie et de nouveaux clients. En 6 mois, nous avions étendu les horaires et embauché un 4e dentiste. L'entreprise valait plus maintenant qu'elle ne l'avait été avec Julien. Léa a eu son bac avec mention et a été acceptée à la Sorbonne. Elle a choisi d'étudier la psychologie,
disant qu'elle voulait comprendre pourquoi les gens font les choix qu'ils font. Nous parlions régulièrement, reconstruisant notre relation plus forte qu'avant. Elle m'avait pardonné la nature publique de l'exposition, comprenant maintenant pourquoi je l'avais fait de cette façon. Lucas s'est adapté mieux que je ne l'espérais. Il a passé 1 an en thérapie pour travailler sur ses sentiments concernant la trahison de sa mère. Il voyait toujours Sophie lors des visites programmées, mais il était distant avec elle, poli, mais pas chaleureux. Cela l'a blessé plus que tout ce que j'aurais pu faire. Un samedi matin de mars, j'étais assis sur ma terrasse arrière en regardant Lucas jouer au basket dans l'allée. La même allée où tant de choses s'étaient effondrées, mais maintenant c'était juste une allée. La maison était juste une maison. Les souvenirs avaient été remplacés par de nouveaux. Ma mère est passée avec des courses, son rituel hebdomadaire depuis le divorce. « Comment vas-tu vraiment » a-t-elle demandé, s'asseyant à côté de moi avec un café. « Je vais bien, maman. Vraiment bien. » Je ne dis pas ça juste pour le dire. Des regrets. J'ai pensé à ça, au brunch, à l'exposition publique, à la politique de la terre brûlée que j'avais adoptée. Non. Ils devaient rendre des comptes. Si je l'avais fait discrètement, ils auraient contrôlé le récit. De cette façon, tout le monde connaissait la vérité. Ton père est fier de toi. Il ne le dit pas assez, mais il l'est. Dis-lui que j'apprécie. Après son départ, je suis allé à l'intérieur et j'ai trouvé une carte dans le courrier venant d'Élodie. À l'intérieur, une simple note. Merci de m'avoir donné le courage de partir. Les enfants et moi allons bien. Tu es un homme bien, Laurent Dubreuil. Ne l'oublie pas. J'ai mis la carte sur mon bureau à côté d'une photo de Léa et Lucas. Ils souriaient, vraiment heureux. C'était ce qui comptait. Pas la vengeance, pas la justice. Juste ces 2 enfants qui apprenaient que l'intégrité compte, que les actions ont des conséquences, et que parfois la chose la plus forte que vous puissiez faire est de vous éloigner des gens qui ne vous méritent pas. Ce soir-là, j'ai emmené Lucas dîner dans son restaurant de burgers préféré. Juste nous 2, père et fils. Papa, demanda Lucas en trempant une frite dans le ketchup. Est-ce que tu vas sortir avec quelqu'un un jour? Peut-être un jour. Pourquoi? Parce que tu mérites quelqu'un qui t'aime vraiment, pas comme maman. La vérité sort de la bouche des enfants. Merci, bonhomme. Mais pour l'instant, je vais bien. Je tais toi et Léa. C'est suffisant. Il a hoché la tête, satisfait, et est retourné à son burger. Et assis là dans ce box, regardant mon fils manger et rire et être juste un enfant à nouveau, j'ai réalisé quelque chose. Sophie et Julien ne m'avaient pas détruit. Ils avaient essayé, mais ils avaient échoué. J'étais toujours debout, toujours entier, avançant toujours. J'avais trouvé des images cachées qui révélaient la pire trahison imaginable. Mais au lieu de laisser cela me briser, j'avais laissé cela me reconstruire plus fort, plus clair, plus certain de qui j'étais et de ce que je méritais. L'ancien Laurent leur aurait peut-être pardonné. Aurait essayé de sauver quelque chose du naufrage. Mais je n'étais plus l'ancien Laurent. J'étais quelqu'un qui comprenait que certaines trahisons sont impardonnables, que certains ponts doivent être brûlés, et que s'éloigner des gens toxiques n'est pas une faiblesse. C'est de la survie. C'est de la force. C'est se choisir soi-même et ses enfants plutôt que des gens qui ont prouvé qu'ils ne vous ont jamais estimé dès le départ. Et ce choix, aussi dur fut-il, s'est avéré être la meilleure décision que j'ai jamais prise.